La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h15, c'est l'heure des voix de l'économie. Avec Fortunéo, la banque qui va vous faire aimer les chiffres. Fortunéo, j'aime ma banque. Stéphane, votre invité ce matin, c'est le commissaire général du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka. Bonjour Jacques Maire. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la vitrine de la France à l'occasion de l'Expo universelle d'Osaka depuis le 13 avril et jusqu'au 13 octobre, avec déjà une très belle fréquentation puisque le cap des 2 millions de visiteurs sur le pavillon, je crois, devrait être franchi début juillet. C'est ça, exactement. Ouais. On est à 30 000 personnes par jour. Dans un contexte géopolitique compliqué, se déroule cette exposition universelle face à la fragmentation du monde et à la multiplication des conflits. La France a choisi de délivrer un message d'amour à travers son pavillon. Pourquoi ce choix ? Traditionnellement, les expositions universelles sont plutôt l'occasion de célébrer le progrès technique, la science, l'industrie. Voilà, et on pense qu'aujourd'hui, le débat public, qui traverse notamment la jeunesse, est plutôt lié à l'interrogation quant à l'avenir via la crise sociale, à cause de la crise environnementale. Voilà. Et donc on s'est dit, pour répondre à la question des Japonais, imaginez la vie de demain, que si on veut proposer une vie qui ait un sens, le plus beau sens de la vie, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-tech, anti-industrie, mais on veut que le message soit bien clair. C'est-à-dire que la technologie et l'industrie doivent être au service de l'homme et de la nature. Derrière ce message d'amour, la France souhaite surtout lancer un appel au dialogue, à la coopération, à la solidarité. Dans le contexte actuel, c'est un pari, on va dire, audacieux. C'est un pari audacieux, c'est un pari nécessaire. C'est vrai que la plupart de nos collègues des pavillons étrangers ont comme thématique la conquête spatiale, l'économie circulaire, les vaccins, ou mon pays est le plus beau des pays touristiques. C'est très vrai. Et d'ailleurs, on est là pour vendre son pays. On a pensé qu'on toucherait beaucoup plus, en fait, les gens en ayant une approche finalement émotionnelle, artistique, mais au service d'un message de valeur. Et finalement, le public a compris. Est-ce que vous auriez fait le même choix si l'Expo universelle ne se déroulait pas au Japon ? Alors, la thématique est universelle, l'amour. En revanche, la façon de l'exprimer, elle a été totalement conçue pour un public japonais, même si des Français et ceux qui viennent comprennent le message. Ça veut dire, par exemple, que au niveau de la scénographie, mais même au niveau des installations, au niveau de l'esthétique et des symboles, on est dans la coopération franco-japonaise, on est dans des symboles japonisants. Parler d'amour au japonais, est-ce que c'est pas un peu compliqué ? C'est une population très pudique au Japon. À peine 20% des hommes sont en couple et 27% pour les femmes. Oui, alors c'est compliqué, notamment parce qu'il y a une crise, comme vous le dites, de l'amour et qui se conduit vers comme une crise aussi de la nuptialité. Et on le dit, nous d'ailleurs, cette crise de l'amour est une crise qui est liée au rôle des femmes. Et j'ai eu l'occasion de dire à un ministre pakistanais entouré de 14 collègues, voilà, tous masculins, qu'un pays dans lequel les femmes ne sont pas heureuses est un pays qui n'a pas d'avenir. Donc on s'adresse naturellement aux hommes et aux femmes, et on leur dit une chose très simple, c'est puisez dans vos fondamentaux, puisez dans vos ressources culturelles, votre patrimoine, projetez-vous vers l'avenir. On a les capacités à dépasser cette crise. Et c'est intéressant parce que juste au début où on avait créé cette ligne éditoriale, il y avait une grande exposition à Tokyo du Louvre qui s'intitulait Love, L-O-V-E. Et cette exposition a montré un formidable succès auprès du jeune public. Ça nous a convaincus. Alors vous l'avez souligné, vous dites souvent les expos universelles sont l'occasion de montrer la vitrine, d'être la vitrine technologique d'un pays. Là, vous avez vraiment pris le contre-pied puisqu'il n'y a pas d'écran sur le pavillon. Là, c'est un choix audacieux, en particulier au Japon, un pavillon sans aucun écran. Je crois qu'il n'y en a qu'un, il est une télé de taille normale. Oui, alors il y a un seul écran immersif parce qu'on a voulu montrer du spectacle vivant. On peut pas faire danser des gens toute la journée pendant 6 mois, et donc, mais on est à un échelle. Mais en tout cas, ça n'est pas une vitrine technologique. Voilà, il y a pas d'écran en fait, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a des écrans partout. Donc l'écran est banalisé. Alors comment est-ce qu'on fait pour représenter la technologie dans la scénographie ? Eh ben par exemple, on a des nuages de LED qui font des centaines de milliers de points lumineux qui ne sont pas effectivement photoréalistes, mais qui décrivent des émotions, qui décrivent des symboles et qui accompagnent et qui renforcent le message des œuvres d'art. Qu'est-ce qu'on peut y voir en termes de programmation dans ce pavillon France pour ceux qui auront la chance de se rendre à Osaka ? D'abord, une exposition immersive qui permet de traverser 8 tableaux qui sont des tableaux d'un voyage au pays de la France, de ses territoires et de ses savoir-faire.
Vous passez, par exemple, des toits de Paris sur un balai de prège-locage, jusqu'à un jardin miraculeux avec un olivier millénaire. Vous passez dans les sous-sols de l'Alsace avec une grappe de raisin géante qui pulse sur la musique de Ron. Vous terminez par un espace Dior qui montre un petit peu cette capacité créative dans les formes. Et puis vous avez une immense finale sur la relation franco-japonaise avec des monuments, par exemple le mont Notre-Dame et le château de Churi, qui ont brûlé ensemble en 2019 et qui sont reconstruits dans une démarche scientifique dans laquelle ils coopèrent. Voilà, ça c'est très important. Et puis vous avez des journées spéciales, 14 juillet, 13 septembre, journée de la France, dans lesquelles on fait résonner, des artistes, des symboles, à l'échelle non pas uniquement du pavillon, mais de l'ensemble de l'exposition, et ça va être formidable. On va parler un peu d'économie avec le financement de l'opération. L'État contribue à hauteur de 42,5 millions d'euros. Les partenaires privés contribuent également de manière importante, notamment AXA et LVMH qui apportent 13 millions d'euros. Je crois qu'il y a 4 partenaires au total. Vous êtes à la recherche aussi de financements complémentaires ? Alors, en réalité, il y a une cinquantaine de partenaires. Mais il y en a 4 principaux sur votre site. Exactement, il y en a 4 principaux. LVMH, on l'a dit, AXA, une biotech qui s'appelle Ninafarm, et quelque chose de très intéressant. Et les vins d'Alsace. Oui, 3000 vignerons alsaciens qui, ensemble, veulent se projeter au Japon. Alors oui, on arrive avec un budget total, on atterrit à 58 millions. On aura probablement un déficit de l'ordre de 1% du coût du budget. 1% de déficit probable, possible, on n'est pas encore à la fin, c'est pour moi quelque chose qui relève d'une bonne performance, parce que c'est construire en moins de 2 ans un pavillon à l'autre bout du monde, dans un pays extrêmement coûteux, en droit étranger, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Et surtout, l'investissement est rentable, puisqu'on voit l'impact du pavillon, il est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on est capable justement de chiffrer les retombées économiques d'une telle opération ? Alors, premier élément, c'est les entreprises sont rationnelles. Quand elles investissent au total une douzaine de millions, mais probablement nettement plus quand elles investissent pour leur propre contrepartie, pour leur propre visibilité, on est probablement peut-être pas loin du double, ça veut dire qu'elles y croient. Donc, le juge de paix, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y crois. Deuxième élément, c'est la visibilité. C'est un investissement de visibilité. Pour vous donner une petite idée, en ne parlant que des chiffres du Japon, on est à plus de 11 milliards de vues sur le web, sur le print et sur les télévisions. On est à plus de 22 millions d'euros de retombées d'équivalent espace publicitaire pour la communication. Et dernier élément que vient de m'indiquer cette semaine Madame Delattre, la ministre du Tourisme, depuis le début de l'expo, les réservations depuis le Japon vers la France pour les visiteurs ont augmenté de 25%. Donc même s'il est difficile de chiffrer les retombées avec précision, les retombées, vous nous dites, sont importantes. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Jacques Maire, commissaire général du pavillon France à l'Expo universelle d'Osaka. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie. Ça commence dès 6h sur Radio Classique. Dans 2 minutes, les coulisses de la politique. La commission d'enquête parlementaire sur TikTok est un fiasco. À trop jouer les procureurs, nos parlementaires se prennent les pieds dans le tapis avec les influenceurs. Mais tout de suite, Karine Dijoux